Une serveuse, finissant son service et songeuse à rentrer chez elle, vit sa routine bouleversée lorsqu'un inconnu blessé surgit et s'engouffra dans sa voiture. Il s'agissait d'un chef de la mafia, en pleine déroute, et elle incarnait son unique espoir. Elle ignorait alors qu'en l'aidant à survivre les 48 prochaines heures, leur destinée serait à jamais entrelacée. La balle déchira le bras de Damian Rousseau avant même qu'il n'entende le coup de feu. Un instant plus tôt, il serrait la main de Marco Castellano sous le réverbère vacillant du quartier des entrepôts désaffectés. L'instant d'après, le monde bascula dans le chaos le plus total. Le verre vola en éclats. Des hurlements d'hommes transpercèrent l'air. Quelqu'un avait mystérieusement révélé le lieu de leur trêve. Désormais, les deux camps tiraient à l'aveuglette sur des ombres évanescentes. « À terre !» Le chauffeur de Damian se jeta vers lui, mais une nouvelle salve de tirs propulsa l'homme à terre. Damian heurta le béton avec brutalité, son épaule lui lançant une douleur cuisante. Le sang imbiba rapidement sa veste de costume onéreuse. Autour de lui, son convoi se dispersa comme des cafards sous une lumière crue. Les costos ne s'en sortaient guère mieux, la moitié de leurs hommes cherchant désespérément à s'abriter derrière des conteneurs rouillés. Ce déchaînement n'aurait jamais dû avoir lieu. Un terrain neutre, aucune arme, une conversation civilisée entre des criminels tout aussi civilisés. Quelqu'un avait brisé le pacte. À travers la fumée et les éclairs des armes, Damian aperçut un fugitif. Le visage de Marco, tout aussi perplexe, tout aussi trahi. Ce n'étaient pas les costos les assaillants, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui désirait leur mort à tous les deux. Mais, à cet instant précis, la survie importait davantage que les réponses. Damian roula derrière une benne à ordures, alors que les balles rebondissaient sur le métal. Sa main était poisseuse de sang, mais il parvenait encore à bouger ses doigts. Pas d'hémorragie artérielle. Il s'en sortirait s'il parvenait à fuir. Boss Tony, son plus fidèle garde du corps, tira depuis l'arrière d'une voiture, le SUV. Le SUV explosa. Damian ne perdit pas un instant et s'élança dans une course éperdue. Les rues du South Side de Chicago, à minuit, se muaient en un labyrinthe d'enceintes grillagées, d'épiceries aux fenêtres barrées et d'ombres mouvantes. Damian trébucha dans une ruelle sombre, pressant sa main valide contre sa blessure qui le brûlait. Derrière lui, des phares balayaient la route principale. Les costos avaient dû récupérer plus promptement que ses propres hommes. Ou peut-être ces hommes étaient-ils déjà morts. Cette pensée le frappa plus fort que la balle elle-même. Il avait bâti un empire sur la loyauté et la terreur, et il gisait à présent en sang dans une ruelle, tel un vulgaire voyou. Son téléphone vibra. Il le sortit précipitamment, voyant 3 appels manqués de son conciliaire, Vincent. Un flot de soulagement l'envahit, jusqu'à ce qu'il se souvienne que seules 3 personnes étaient au courant de la réunion de ce soir-là. Lui, Marco et Vincent. Damian écrasa le téléphone sous son talon. Des SUV rôdaient dans les rues, tels des loups affamés. Des projecteurs éventraient l'obscurité. Il fouillait chaque ruelle, chaque entrée de porte. Damian se pressa contre un mur de briques, respirant bruyamment. Sans armes, sans renfort, il n'était qu'une proie facile. Réfléchis. Il avait survécu à pire. Il s'était élevé depuis les docks, bâtissant un empire criminel brique après brique sanglante. Il ne mourrait pas dans une ruelle nauséabonde, parce que des phares surgissaient au coin de la rue. Damian repartit en sprint, ses jambes propulsant son corps épuisé, ses poumons brûlants. Il déboucha sur une artère plus large et le regretta instantanément. Plus de lumière, plus de vrombissement de moteur. Il l'encerclait inexorablement. Là, un restaurant ouvert 24 heures sur 24, son enseigne au néon émettant un bourdonnement ressemblant à celui d'une guêpe mourante. Quelques véhicules patientaient sur le parking. Damian s'y dirigea en courant, s'efforçant de rester inaperçu. Si seulement il pouvait trouver un véhicule déverrouillé, le faire démarrer. La portière arrière d'une vieille Honda Civic restait légèrement entr'ouverte. Damian ne s'interrogea pas sur sa bonne fortune. Il s'y engouffra, refermant la porte aussi silencieusement que possible. L'intérieur sentait le vieux café et le désodorisant à la vanille. Il se recroquevilla dans l'espace sous le siège conducteur, chaque muscle tendu, en attente d'un cri, d'un coup de feu, de la faim. Le SUV défila lentement, son projecteur balayant le parking. Damian retint sa respiration. La lumière se déplaça. Il expira doucement, le goût du cuivre sur la langue. Son bras élançait. L'adrénaline s'estompait, et la douleur s'engouffrait pour combler le vide lacuneux laissé. Il avait besoin d'un hôpital, ou à minima d'une trousse de premiers secours, et d'une personne suffisamment imprudente. La portière du conducteur s'ouvrit.
La main de Damen se posa sur son holster vide. Inutile. Il leva les yeux alors qu'une jeune femme se glissait sur le siège, ses clés tintant. Elle avait peut-être 25 ans, les cheveux foncés attachés en une queue de cheval désordonnée, vêtue d'un uniforme de serveuse taché de café. Elle semblait épuisée. Elle avait l'air d'avoir eu une longue journée et de ne désirer qu'une chose, rentrer chez elle. Elle jeta son sac à main sur le siège passager, enfonça la clé dans le contact et se figea. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Un instant, aucun d'eux ne bougea. Damian la vit assimiler la situation en temps réel. Le costume coûteux, le sang, l'expression d'un homme à bout de ressources. Sa main effleura son sac à main. « Non !» dit Damian calmement. Elle ne cria pas. Cela l'impressionna. Au lieu de cela, sa mâchoire se serra. « Sortez de ma voiture !»« Je ne peux pas. J'appelle les flics. »« Allez-y. » Damen observa un autre SUV passer lentement dans la rue. « Ces hommes là-bas vous remercieront probablement juste avant de nous tuer tous les deux. » Elle suivit son regard, vit le SUV noir, le projecteur, les visages durs des hommes à l'intérieur. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas de la peur à proprement parler, mais plutôt un calcul froid. « Vous saignez sur mes sièges, » dit-elle. « Je vous achèterai une nouvelle voiture. »« Vous mentez. » Probablement, grimaça Damen. « Mais pour l'instant, vous êtes ma seule chance. Et s'ils me trouvent ici, ils supposeront que vous m'avez aidé. Alors, en réalité, nous sommes désormais dans cette galère ensemble. Je n'ai pas conduit. » Sa voix se durcit. Pas une requête, un ordre impérieux. Elle le fixa pendant 3 secondes supplémentaires. Il vit ses mains trembler sur le volant. Il la vit regarder le restaurant où elle était en sécurité 30 secondes plus tôt, puis les SUV en maraude. Il la vit prendre la pire décision de sa vie. Le moteur rugit. Elle sortit du parking juste au moment où un autre SUV tournait le coin, son projecteur balayant leur direction. Elle accéléra en douceur, ni trop vite, ni trop lentement. Juste une autre travailleuse exténuée rentrant chez elle après un long service. Dans le rétroviseur, Damian vit le projecteur du SUV s'attarder sur eux, puis se déplacer. Il s'était acheté 60 secondes. « Où ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « N'importe où, sauf ici. » Elle tourna dans une rue latérale, puis une autre, ses mains crispées sur le volant. Damen resta accroupi, observant les rétroviseurs, l'observant elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara. » Elle ne demanda pas son nom. Peut-être le connaissait-elle déjà. « Et vous venez de ruiner ma vie. »« Bienvenue au club » marmonna Damian. Derrière eux, d'autres phares apparurent. La chasse était lancée. « Gauche! Prenez à gauche !» Clara donna un coup sec sur le volant, sa Honda crissant dans le virage pour s'engager dans une rue résidentielle étroite. Derrière eux, les phares se multiplièrent comme des yeux démoniaques. 2 SUV maintenant, peut-être 3. « Ils nous rattrapent !» dit-elle, sa voix à peine stable. « Ne prenez pas les routes principales. » Damien se redressa légèrement, ignorant la douleur fulgurante dans son bras. « Vous connaissez les chemins de traverse. J'ai vécu ici toute ma vie. Alors prouvez-le. » La mâchoire de Clara se serra. Elle détestait qu'on lui donne des ordres. Détestait le sang qui s'infiltrait dans son siège arrière. Détestait d'avoir pris la décision d'une fraction de seconde d'aider un étranger qui vivait clairement dans un monde qu'elle s'était efforcée d'éviter toute sa vie. Mais elle connaissait ces rues mieux que quiconque. Elle tourna brusquement à droite dans une ruelle si étroite que ses rétroviseurs latéraux frôlaient de presque les briques. Des poubelles filèrent à toute vitesse. Un chien aboya. La ruelle les recracha sur une autre rue secondaire, et Clara tourna immédiatement de nouveau, zigzagant à travers le quadrillage de quartiers oubliés que les touristes ne voyaient jamais. « Vous êtes doués » murmura Damian. « Taisez-vous, je réfléchis. » Derrière eux, un SUV s'engouffra dans la ruelle. L'autre tournait, essayant de les intercepter. Ces types savaient ce qu'ils faisaient. Professionnels, organisés. L'estomac de Clara se tordit. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui a besoin de disparaître quelques heures. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous obtiendrez. » Clara le regarda dans le rétroviseur. Même saignant et traqué, il avait une prestance. Le genre de calme qui venait du fait d'être en contrôle, même lorsque tout s'effondrait. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture, sa montre certainement. Ce n'était pas une victime de vol à l'arraché. Ce n'était pas un simple dealer dépassé par les événements. C'était quelqu'un d'important. Le SUV derrière eux accéléra. « Il y a un passage souterrain devant », dit rapidement Clara. « Ancienne voie ferrée, pas de lumière, prenez-le. » Elle appuya à fond sur l'accélérateur. Sa Honda n'était pas conçue pour la vitesse, mais elle était petite et agile. Le passage souterrain se dressait devant eux. Un tunnel en béton engloutissant la route, sombre et abandonné.
Des barrières de chantier bloquaient une voie. Des graffitis recouvraient dans les murs. Clara éteignit ses phares et plongea dans l'obscurité. « Que faites-vous ? Faites-moi confiance. » Elle ne voyait rien. Juste l'obscurité et la faible lueur de la sortie à 50 mètres devant. Elle maintint son pied stable, sa mémoire musculaire la guidant. Elle avait emprunté cette route des milliers de fois. Derrière eux, les phares du SUV s'enflammèrent dans le tunnel, puis s'éteignirent brusquement. Clara tira brusquement à droite, cachant sa voiture derrière un pilier de soutien en béton massif. Elle mit le levier de vitesse en position de stationnement et retint sa respiration. Les secondes s'écoulèrent lentement. Le SUV passa lentement, son moteur un grondement sourd dans l'obscurité. Clara pouvait voir les silhouettes de 2 hommes à l'intérieur, leurs têtes tournant, cherchant. L'un d'eux tenait une lampe de poche, balayant le faisceau sur les murs du tunnel. Damien ne bougea pas, ne respira pas. Le faisceau de la lampe de poche passa sur leur cachette, à quelques centimètres du capot de la Honda. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Le SUV continua sa progression lente, si lente. Puis il les dépassa, se dirigeant vers la sortie. Clara attendit que les feux arrière disparaissent avant d'expirer. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline la submergeant. « Démarrez la voiture !» dit Damien doucement. « Mais pas de lumière. »« Pas encore !» obéit-elle, ses doigts tâtonnant avec la clé. Le moteur se mit en marche avec un doux grondement. Elle recula prudemment, utilisant la faible lueur de l'entrée pour naviguer, puis revint sur ses pas. Lorsqu'ils émergèrent du tunnel, elle ralluma les phares et prit une route différente, au nord-ouest, vers le quartier industriel. « Vous avez déjà fait ça ?» dit Damien. Ce n'était pas une question. « Qu'as-tu fait ?» s'interrogea Damien. « M'évader, semer des poursuivants » répondit Clara avec un rire amer. « Mon ex-petit ami était un trafiquant de drogue paranoïaque. J'ai appris à repérer les flics et à leur échapper avant son arrestation. Ses compétences sont étonnamment transférables. Quelle chance pour moi. » Elle croisa son regard dans le rétroviseur. « Qui êtes-vous ? Et ne me donnez pas de réponse évasive. Ces hommes derrière nous ne sont pas de simples passants. Ils sont organisés, équipés de radios et de projecteurs. » Elle s'interrompit, saisie par une terrible réalisation. « Oh mon Dieu, quoi ? Je connais votre visage, » murmura-t-elle. « Je vous ai déjà vu dans le quartier. On parle de vous. » Damien resta silencieux. La poigne de Clara se resserra sur le volant. « Vous êtes Damien Rousseau. » Un silence pesant s'installa. « Vous êtes le... » Elle ne put prononcer le mot. Le chef de la pègre, le seigneur du crime, l'homme qui contrôlait la moitié du quartier sud depuis l'ombre, l'homme responsable de tant de victimes, de tant de vies brisées. « Continuez à rouler, » ordonna Damien. « J'ai aidé une... » La voix de Clara s'étrangla. Sa panique fut coupée nette par les paroles de Damien. « Ces hommes qui me traquent, ils appartiennent à l'équipe de Marco le Costos. S'ils vous trouvent avec moi, ils n'hésiteront pas. Ils ne se soucieront pas de votre ignorance. Ils vous mettront une balle dans la tête, juste pour être sûr. » Son sang se glaça. « Alors oui, » continua Damien, « vous avez aidé la mauvaise personne, mais il est trop tard pour revenir en arrière. La seule issue est de traverser cette épreuve. » La vision de Clara se troubla. C'était insensé. Elle n'était qu'une serveuse, une sœur, une anonyme qui luttait pour survivre. Elle n'était pas censée se retrouver prise dans une guerre des gangs. Pourtant, il avait raison. Il était trop tard pour faire demi-tour. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix éteinte. « Un endroit sûr, un lieu où ils ne penseront pas à chercher. Je ne connais aucun endroit de ce genre. »« Si, vous le connaissez, » répliqua Damien, ses yeux rencontrant les siens dans le rétroviseur. « Ramenez-moi à la maison, Clara. »« C'est de la folie !» pensa Clara avec effroi. Clara gara la voiture dans l'interstice étroit entre 2 immeubles délabrés, les phares révélant un coin oublié de la ville. Des escaliers de secours rouillés s'accrochaient aux murs de briques, et des mauvaises herbes perçaient le béton fissuré. C'était le genre d'endroit que l'on ne remarquait pas en passant. « Éteins les lumières, » dit Damien. Elle obéit. L'obscurité les enveloppa complètement. « Il y a un garage par ici, » murmura Clara. « L'ancien atelier de mon père. Personne ne l'utilise plus. Personne ne se souvient même qu'il existe. Parfait. » Elle guida la voiture à la seule mémoire, avançant jusqu'à ce que le nez de la Honda bute contre une porte de garage affaissée. Clara sortit, les jambes instables, et tâtonna avec le cadenas rouillé. Ses doigts tremblaient si fort qu'il lui fallut 3 tentatives pour insérer la clé. La porte gémit en s'ouvrant, révélant un tombeau d'outils oubliés et de machines couvertes de poussière. Clara gara la voiture à l'intérieur, et Damien referma la porte derrière lui. L'obscurité était totale, suffocante.
Elle trouva une lanterne à pile sur un établi et l'alluma. Une faible lumière jaune inonda l'espace. Le garage ressemblait à un musée de la vie de son père, des étagères à outils sur les murs, un lift hydraulique qui n'avait pas fonctionné depuis des années, des pièces de voiture éparpillées sur des étagères comme des fossiles mécaniques. Tout était recouvert d'une épaisse couche de négligence. « Depuis combien de temps est-il abandonné ?» demanda Damian, s'appuyant lourdement contre la Honda. « 3 ans, depuis la mort de mon père, » répondit Clara d'une voix monocorde. « Une crise cardiaque, juste là, près de cet établi. Je suis désolée, ne... » Elle désigna une vieille chaise. « Asseyez-vous, vous saignez encore. » Damian s'assit avec un grognement. Son visage était pâle, sa veste de costume onéreuse tachée de sang. Clara attrapa la lanterne et se dirigea vers une armoire métallique dans le coin. Mon père gardait une trousse de premiers secours pour les gars qui venaient après des accidents. Elle sortit une boîte métallique cabossée, souffla la poussière. À l'intérieur, de la gaze, du sparadrap, de l'antiseptique, des pansements adhésifs. Ce n'était pas grand-chose, mais mieux que rien. « Vous savez ce que vous faites » demanda Damian. « Suffisamment. » Clara posa la boîte sur un établi voisin. « Enlevez votre veste !» Il obéit en grimaçant. La chemise en dessous était pire, déchirée et ensanglantée. Clara l'aida à l'enlever, essayant de ne pas penser au fait qu'elle déshabillait un chef de la mafia dans le garage de son défunt père à 1 heure du matin. La blessure par balle était affreuse, mais nette. Un point d'entrée et de sortie directement à travers le muscle de son bras. Pas d'os, pas d'artère. Chanceux. Vous vivrez, dit-elle. Une nouvelle décevante pour plusieurs personnes. Clara esquissa un sourire malgré elle. Elle imbiba un chiffon propre d'antiseptique. Ça va faire mal. J'ai eu pire. Elle pressa le chiffon sur la plaie. La mâchoire de Damian se contracta, mais il ne dit rien. Clara travailla rapidement, nettoyant les plaies d'entrée et de sortie, ses mains plus fermes maintenant qu'elle avait une tâche sur laquelle se concentrer. Elle avait appris les premiers soins de base 2 ans auparavant, lorsque son jeune frère, Eli, avait eu un accident de voiture. Les factures d'hôpital avaient été écrasantes. Alors, elle s'était débrouillée pour soigner les blessures mineures à la maison. Jamais elle n'aurait pensé utiliser ses compétences sur un parrain du crime. « Vous êtes doué pour ça, » dit Damian doucement. « Mon frère, il a eu un accident, la jambe bien amochée. » Clara enroula de la gaze autour du bras de Damian, avec une efficacité professionnelle. « Les factures d'hôpital nous ont presque anéantis, alors j'ai appris. Des vidéos YouTube, des livres de bibliothèque, assez pour gérer les petites choses, sans autre passage aux urgences. Juste vous et votre frère ? Oui, depuis la mort de papa. Maman est partie quand j'avais 12 ans. Clara attacha la gaze avec du ruban adhésif médical, peut-être plus serré que nécessaire. Juste nous deux contre le monde. Damien observa son visage à la lumière de la lanterne. Quel âge a-t-il ? 17 ans. Dernière année de lycée. Il est intelligent, vraiment intelligent. Il veut aller à l'université. Sa voix se brisa légèrement. Si je peux trouver comment payer. Et vous travaillez dans ce restaurant, et je travaille dans ce restaurant. Clara recula, examinant son travail. Des doubles quarts la plupart du temps. Ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose. Damian resta silencieux un instant. Donc, votre père a construit tout cela ? Clara regarda autour du garage. C'était un mécanicien, un bon. Il réparait des voitures pour quiconque avait besoin d'aide, légalement ou non. Il ne jugeait pas. Il disait « Tout le monde mérite une chance d'avancer ». Dalel toucha une clé sur l'établi, ses doigts traçant le manche usé. Il vous aurait aidé lui aussi, sans poser de questions. Mais vous n'êtes pas votre père ? Non, je ne le suis pas. Clara croisa son regard. Je déteste ce que vous représentez, tout ce que vous faites au quartier comme celui-ci. La drogue, la violence, la peur. L'ami de mon frère a été pris dans une fusillade l'année dernière. 14 ans. Mauvais endroit, mauvais moment. Je suis désolé, dit Damian à nouveau. Arrêtez de dire ça. La voix de Clara se durcit. Vous n'êtes pas désolé. Vous êtes juste désolé que cela vous ait dérangé. Damian soutint son regard. Vous avez raison. Je ne suis pas un homme bon, Clara. J'ai fait des choses qui vous empêcheraient de dormir la nuit. Mais je n'ai pas tiré sur ce gosse. Et les gens qui me tractent en ce moment sont pires. C'est une faible exigence. C'est la seule que j'ai. Clara se détourna, s'occupant de ranger la trousse de premiers secours. Dehors, elle entendit le lointain hurlement des sirènes. La ville ne dormait jamais, ne cessait jamais de saigner. « Vous avez besoin de repos, dit-elle enfin. Quelques heures au moins. Il y a un lit de camp dans l'arrière-salle. Mon père s'y écroulait quand il travaillait tard. Et vous ? Je dois monter, vérifier Ellie.
m'assurer qu'il va bien. Clara se dirigea vers la porte. Je reviendrai avant le lever du soleil, j'apporterai de la nourriture, des vêtements propres. Ensuite, vous partirez. Et nous n'en parlerons plus jamais. Clara. Elle s'arrêta, la main sur la porte. Merci, dit Damian doucement. Pour information, vous m'avez sauvé la vie ce soir. Clara ne se retourna pas. Oui, je commence à le regretter. Mais alors qu'elle se glissait dans la nuit, laissant le chef de la mafia dans le garage de son père, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Et quelque part dans l'obscurité, les costauds chassaient toujours. Clara gravit l'escalier de secours rouillé derrière le bâtiment, ses jambes lourdes d'épuisement. Au 3e étage, une fenêtre qu'elle ne fermait jamais correctement. Elle se glissa à l'intérieur, atterrissant doucement dans sa cuisine exiguë. L'appartement était sombre et calme. Elle resta là un instant, laissant ses yeux s'habituer, écoutant les sons familiers de chez elle. Le ronronnement du réfrigérateur, la télévision des voisins qui s'échappait à travers les murs fins, la douce respiration de son frère depuis la chambre au bout du couloir. Normal. Tout était normal, sauf que ses mains tremblaient encore. Clara se déplaça dans l'appartement comme un fantôme, vérifiant la porte d'entrée, verrouillée et enchaînée, puis regardant à travers les stores la rue en contrebas. Un SUV noir passa lentement, son projecteur balayant les voitures en stationnement et les portes. Son sang se glaça. Ils étaient là dans son quartier, à chasser. Elle laissa les stores retomber et se détourna, son cœur battant à tout rompre. Penser, il fallait qu'elle pense, mais l'épuisement la submergeait et la chute d'adrénaline la frappait de plein fouet. La table de cuisine était enfouie sous une montagne d'enveloppes. Des factures, toujours des factures. Clara s'effondra sur une chaise et les fixa sans les voir. Facture médicale de l'accident d'Ellie, loyer en retard de 2 semaines, électricité, eau, paiement de prêts étudiants. Elle les avait esquivés pendant 3 mois. De toutes les personnes qui auraient pu se retrouver dans ma voiture, chuchota-t-elle dans la pièce vide. Un gangster, un parrain du crime, le genre d'homme dont son père l'avait mis en garde, même s'il réparait leur voiture et prenait leur argent. « Éloigne-toi de cette vie, Clara », avait-il dit. Elle dévore les gens et ne les recrache jamais. Et maintenant, elle en cachait un dans son garage. Clara pressa les paumes de ses mains sur ses yeux. Elle devrait appeler la police, dénoncer Damian, prétendre qu'il l'avait forcée sous la menace d'une arme, ce qui n'était pas loin de la vérité. Mais elle se souvint alors de la façon dont ses SUV s'étaient déplacés. Coordonnés, professionnels, la façon dont les yeux de Damian avaient l'air quand il avait dit qu'il la tuerait juste pour être sûr. Il ne mentait pas. Elle était prise dans cette affaire, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, dans le garage en dessous, Damian ne pouvait pas dormir. Son bras le lançait malgré le pansement soigné de Clara. Mais la douleur n'était pas ce qui le tenait éveillé. C'était l'arithmétique de la trahison. Il était assis sur le lit de camp poussiéreux dans l'arrière-salle, une couverture empruntée autour de ses épaules, et refit les calculs. Seules 3 personnes étaient au courant de la rencontre de ce soir avec les costauds. Lui-même, Marco et Vincent, son conciliaire, son bras droit, depuis 8 ans. Le piège d'une trahison ne s'était jamais refermé sur lui avec tant de brutalité. Vincent, celui qui suggéra le lieu, Vincent, celui qui insista pour réduire l'équipe de sécurité afin de ne pas alerter Marco, Vincent, qui, comme par hasard, patrouillait le périmètre au moment où les coups de feu retentirent. La mâchoire de Damian se serra. Il avait construit son empire sur la loyauté et la confiance, et quelqu'un l'avait trahi. La question était pourquoi, l'argent, la peur, l'ambition, peu importait. La trahison restait une trahison. Il sortit le téléphone jetable qu'il conservait toujours dans la poche intérieure de sa veste. Une ligne que les Castellanos ne connaissaient si pas. 3 appels, tous vers la messagerie vocale. Tony, son chauffeur, mort ou capturé. Marco, de son équipe, aucune réponse. Les hommes du quai, rien. Chaque ligne compromise, chaque connexion coupée. Damian Rousseau, qui commandait une armée la veille, était seul ce soir. Il pensa à Clara, la serveuse fatiguée aux mains calleuses, et à la colonne vertéale d'acier. Elle aurait pu hurler. Au lieu de cela, elle l'avait conduit à travers une zone de guerre comme si elle l'avait fait 1000 fois. Et elle le haïssait. Il l'avait vu dans ses yeux lorsqu'elle avait reconnu son nom. Pas de la peur, mais de la haine. Celle qui naît en regardant son quartier saigner, tandis que des hommes comme lui s'enrichissent. Elle n'avait pas tort. Dehors, un moteur gronda au-delà. Damian se déplaça vers la petite fenêtre crasseuse et jeta un coup d'œil à travers une fente dans les planches. Un autre SUV rampait dans l'allée. Des projecteurs balayaient les lieux. Ils n'abandonnèrent pas.
Dans les rues, le lieutenant de Marco Castellano, un homme au cou de taureau nommé Franchi, s'appuya contre un SUV et alluma une cigarette. Autour de lui, le quartier sud s'était transformé en terrain de chasse. « Des nouvelles » demanda-t-il à la radio. « Négatif. Tous les garages de la 5e ont été vérifiés. Rien. Continuez de chercher. Il saigne. Il ne peut pas être allé loin. Ils avaient déployé 8 véhicules, 20 hommes et suffisamment d'argent pour acheter le silence de chaque propriétaire de magasin de quartier et dealer de rue dans un rayon de 6 pâté de maison. L'information circulait. 50 000 $, pour toute information sur Damien Rousseau sans poser de questions. Franchi avait déjà payé 2 équipes policiers de patrouille pour qu'ils détournent le regard. Les ponts étaient surveillés, les autoroutes avec des guetteurs. Chaque sortie du côté sud était couverte. Rousseau était pris au piège. Ce n'était qu'une question de temps. « Le patron le veut vivant », rappela Franchi à son équipe. « Mais pas trop vivant, vous comprenez ?» Des rires crépitèrent à la radio. Franchi tira une longue bouffée de sa cigarette. Quelque part là-dehors, Damien Rousseau se cachait comme un rat. Et quand il le trouverait, ce qu'il ferait, Franchi savourerait personnellement la collecte de ce bonus. Il remonta dans le SUV. « Retournons fouiller le quartier industriel. Et que quelqu'un parle aux travailleurs de nuit, aux serveuses, aux gardiens de sécurité, aux concierges. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. » Le SUV s'avança, son projecteur déchirant l'obscurité. Derrière une douzaine de fenêtres, des gens observaient et gardèrent le silence. De retour dans l'appartement, Clara quitta enfin la table de la cuisine. Elle vérifia Ellie une dernière fois, toujours endormi, merveilleusement inconscient, puis sortit un sac de sport de son placard, des vêtements propres, des barres de céréales, des bouteilles d'eau, un atlas routier que son père gardait dans la boîte à gants. Elle ignorait pourquoi elle faisait ses bagages, ne savait pas ce que le matin apporterait, mais quelque chose lui disait que les prochaines 48 heures changeraient tout. Dehors, un autre SUV patrouillait. Le quartier retenait son souffle. Et dans le garage en contrebas, Damien Rousseau, assis dans l'obscurité, planifiait son prochain mouvement, sachant que l'ennemi le plus dangereux n'était pas celui qui le traquait de l'extérieur, mais celui qui s'était déjà approché suffisamment pour appuyer sur la détente. Clara revint au garage, juste avant l'aube, le sac de sport en bandoulière et un thermos de café à la main. Elle avait peut-être dormi 1 heure, un sommeil agité, rempli de cauchemars de projecteurs et de coups de feu. La porte du garage grinça en s'ouvrant. Damien était déjà réveillé, debout près de la fenêtre, observant l'allée à travers une fente des planches. Il avait trouvé une des vieilles chemises de travail de son père et l'avait mise sur ses bandages. Elle était trop petite aux épaules, mais propre. « Tu es revenu ?» dit-il sans se retourner. « Ne semble pas si surpris. » Clara posa le sac avec un bruit sourd. « J'ai apporté des vêtements, de la nourriture. Tu dois partir. »« Je sais. Je veux dire, maintenant, ce matin, avant, je ne peux pas. » La colère de Clara monta. « Si, tu peux. Tu sors par cette porte. Tu disparais dans n'importe quel trou où les gens comme toi disparaissent. Et je retourne à ma vie. » Damien se tourna enfin vers elle. « Tu crois que c'est si simple ? Je crois que tu n'es plus mon problème. » Faux. Sa voix était calme, mais ferme. « Tu es dans les enregistrements de surveillance du parking de ce restaurant. Tu es sur chaque caméra de circulation entre là et ici. Les Castellanos ne sont pas stupides. Ils trouveront ces images midi si ce n'est déjà fait. Ils identifieront ta voiture, tes plaques, ton visage. » Le thermos de café glissa des mains de Clara. « Non, ils ne le feront pas. »« Ils le feraient. Ils le feront. » Damien s'approcha, son expression grave. « Clara, dès que je suis monté dans ta voiture, tu es devenue partie prenante de cette affaire. Fuir ne servira à rien. Faire comme si cela n'était pas arrivé ne servira à rien. La seule chose qui aide maintenant est d'aller jusqu'au bout. »« Jusqu'à quoi ?» La voix de Clara s'éleva. « Que tu te fasses tuer ? Que je me fasse tuer ? Mon frère devienne un dommage collatéral dans votre guerre de gang ? Non. » La mâchoire de Damien se serra. « Jusqu'à ce que j'y mette fin définitivement. » Clara rit. Un son aigu et amer. « Tu n'es qu'un homme, blessé, traqué. Tu crois pouvoir juste quoi ? Gagner une guerre pour le garage de mon père ? J'ai gagné des guerres avec moi. Mon Dieu, écoute-toi. » Clara se détourna, passant ses mains dans ses cheveux. « Vous, les gens, vous êtes tous pareils, tellement certains d'être invincibles que les règles ne s'appliquaient pas à vous. Pendant ce temps, le reste d'entre nous essaie juste de survivre aux dégâts que vous laissez derrière.
Tu as raison, elle se retourna brusquement. Quoi? Tu as raison, répéta Damian. J'ai fait des ravages, détruit des vies, fait des choix qui m'ont empêché de dormir la nuit, il marqua une pause. Mais je suis aussi la seule chose qui se dresse entre toi et les Castianos en ce moment. Alors tu peux me haïr tant que tu veux. Je l'ai mérité. Mais si tu veux protéger ton frère, tu as besoin que je sois en vie. J'ai besoin que tu partes, c'est la même chose. Finalement, Damian se dirigea vers l'établi, prit l'atlas routier qu'elle avait apporté. Mais d'abord, je dois contacter les miens, ceux en qui je peux encore avoir confiance. Et pour cela, je dois traverser la ville sans me faire tirer dessus, ce qui signifie que j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ces rues mieux que les Castianos. Clara le regarda fixement. « Tu es fou. » Probablement, il étala l'atlas. « Tu connais bien le Nord ?»« Ne fais pas ça, Clara. » Il la regarda dans les yeux. « Dans 48 heures, cela se termine. Je reprends contact avec mon équipe. Nous nous occupons des Castianos et je disparais de ta vie pour toujours. Mais je ne peux pas le faire seul. Pas cette fois. Pourquoi devrais-je t'aider? Parce que tu l'as déjà fait. La voix de Damian s'adoucit. Et parce que je te promets dès maintenant que ton frère sera en sécurité. Quoi qu'il m'arrive, Ellie ne sera pas touchée, je m'en assurerai. Tes promesses ne signifient rien. Elles signifient tout. Il y avait quelque chose de féroce dans ses yeux maintenant. J'ai enfreint beaucoup de règles, Clara, fait des choses que je ne peux pas défaire. Mais je tiens toujours ma parole. C'est la seule monnaie qui compte dans mon monde. Clara voulut argumenter, voulut lui crier de partir, d'emporter son sang, son argent et ses promesses brisées et de disparaître de sa vie. Mais elle regarda son visage, épuisé, déterminé, sincère, et sentit quelque chose changer. Il disait la vérité. Du moins, il croyait la dire. 48 heures, dit-elle doucement. 48 heures, et après tu es parti pour toujours. Je ne te reverrai plus jamais. Clara ferma les yeux, sentant le poids des décisions peser sur ses épaules. Elle pensa à Ellie, toujours endormie à l'étage, pensa aux factures sur la table, et à la vie qu'elle avait tant lutté pour bâtir à partir de rien. Pensa à son père, qui avait aidé quiconque le lui demandait, quel que soit le côté de la loi où il se trouvait. Peut-être lui ressemblait-elle plus qu'elle n'avait voulu l'admettre. « Je connais des itinéraires, » dit-elle finalement, « des chemins de traverse, des zones industrielles, des endroits où la police ne patrouille pas. Je peux te faire traverser la ville sans emprunter les grandes artères. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais j'ai des règles. » Clara s'approcha, sa voix dure. « Nous ne faisons de mal à personne qui ne le mérite pas. Nous n'impliquons pas les civils. Et si je dis que c'est trop dangereux, nous nous arrêtons. »« D'accord. » Damian tendit sa bonne main. « D'accord. » Clara hésita, puis la serra. Sa poignée était ferme, chaude malgré le froid du garage. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. Maintenant, Damian plia l'atlas. Il y a une station-service abandonnée du côté est. Un vieil ami à moi la tenait avant de se retirer des affaires. Si je peux l'atteindre, je pourrai contacter des personnes en qui j'ai confiance. Le côté est fourmille de Castianos. Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. Clara ramassa le sac de sport, ses mains maintenant stables. La décision était prise. Pour le meilleur ou pour le pire, elle était entièrement impliquée. « Allons-y, dit-elle, avant que je ne change d'avis. » Ils montèrent dans la Honda, alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances de sang et d'or. La ville se réveillait, et la chasse aussi. La lumière de l'aube filtrait à travers les pare-brises crasseux, alors que Clara naviguait la Honda dans un labyrinthe de routes de service et d'allées oubliées. La ville avait l'air différente à cette heure, plus douce, presque innocente, des travailleurs se dirigeant vers leur premier quart, des camions de livraison effectuant leur tournée, un monde qui ignorait la guerre qui se déroulait dans ses ombres. Damian était assis bas sur le siège passager maintenant, une casquette de baseball abaissée sur son visage. Une des vieilles aux vestes de son père couvrait ses vêtements coûteux. Pour quiconque jetterait un coup d'œil, il ressemblait à un simple travailleur prenant un autostop. « Prends la prochaine à droite », dit-il calmement. Puis suis la route de service derrière la zone industrielle. Clara obéit, ses mains détendues sur le volant maintenant. La terreur initiale s'était évanouie, laissant place à un étrange calme. Peut-être était-ce le choc, peut-être était-ce l'acceptation. Quoi qu'il en soit, elle se sentait étrangement concentrée. La station-service, quelle distance? 3 miles à l'est, près de l'ancien passage à niveau. Damian vérifia le rétroviseur pour la 100e fois. Elle est fermée depuis 5
5 ans. Mon ami S la tenait comme une façade, une entreprise propre en surface, d'autres arrangements en dessous. Il avait pris sa retraite en Floride, mais la propriété restait dans une fiducie qu'il contrôlait, pratique, stratégique. Damian ajusta sa casquette. Je possède 13 propriétés dans toute la ville. La plupart des gens n'en savent rien. Des caches, des points de rencontre, des entrepôts. Quand on évolue dans l'ombre, on a besoin d'endroits où se cacher. Clara prit une forte courbe à gauche, traversant un parking vide pour éviter une intersection principale. Ça doit être agréable. J'ai à peine les moyens de me payer un appartement. Il ne s'agit pas d'être agréable, il s'agit de survivre. C'est la même chose, n'est-ce pas? Vous survivez avec des caches et des comptes offshore. Je survis avec des doubles postes et la prière. Damien resta silencieux un instant. Depuis combien de temps travaillez-vous au restaurant? Depuis des années, depuis que papa est mort et que les factures ont commencé à s'accumuler. Clara s'engagea sur une route d'accès étroite bordée d'entrepôts. Pourquoi? Juste par curiosité. Quoi? N'essayez pas d'humaniser cela. La voix de Clara se durcit. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas partenaires. C'est une transaction. 48 heures, et ensuite vous partez. Compris? Mais il continuait à la regarder, et Clara sentit le poids de son attention. Cela la troublait, non pas parce que c'était menaçant, mais parce que cela semblait sincère, comme s'il la voyait vraiment, pas seulement comme un moyen d'arriver à ses fins, mais comme une personne. Personne ne l'avait regardée comme ça depuis des années. La route de service serpentait à travers une zone industrielle. Usines abandonnées, machines rouillées, des blocs entiers de zones frappées par l'effondrement économique. Clara connaissait ces rues. Elle les avait parcourues 1000 de fois, prenant des raccourcis pour éviter le trafic, trouvant des itinéraires qui lui faisaient moins gagner de précieuses minutes et de l'argent de carburant. « Vous connaissez vraiment bien la ville, » observa Damian. « On apprend la carte quand chaque minute compte. Quand être en retard signifie perdre un poste. Perdre un poste signifie ne pas pouvoir payer le loyer. » Clara contourna un nid de poule qui aurait pu engloutir un pneu. On apprend l'efficacité quand on ne peut pas se permettre d'erreur. J'ai appris de la même manière, circonstances différentes, même principe. Clara le regarda. Vous n'avez pas toujours été... Elle fit un geste vague, riche, puissant. Le sourire de Damian était mince. Non, j'ai grandi dans un appartement de deux pièces sur les quais. Mon père s'est tué à la tâche à charger des navires. Ma mère faisait des ménages jusqu'à ce que ses mains saignent. J'ai appris très tôt que le monde ne vous donne rien. Vous le prenez ou vous mourrez en essayant. Alors, vous avez choisi le crime. C'est la survie, murmura-t-il, un éclair sombre traversant son regard. Le crime n'était que la méthode. C'est une excuse facile. C'est une excuse honnête. Clara ouvrit la bouche pour argumenter, puis elle aperçut le checkpoint. Deux SUV bloqués de la route devant eux, garés en biais pour créer un étranglement, tandis que des hommes en tenue sombre scrutaient chaque véhicule qui passait. L'un d'eux tenait une tablette, vérifiant probablement les plaques d'immatriculation dans une base de données. « Zut !» souffla Clara. « Ne vous arrêtez pas, » dit la voix calme de Damian. « Ne fuyez pas. Diminuez juste la vitesse naturellement. Ils vous verront. Non, ils verront un couple. » Il tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts aux siens. « Clara, écoutez-moi. Nous sommes ensemble. Nous sommes fatigués. Nous avons été debout toute la nuit. La voiture est tombée en panne plus tôt, mais nous l'avons remise en route. Nous essayons juste de rentrer à la maison. Pouvez-vous faire ça? » Son cœur battait la chamade. « Regardez-moi. » Elle le fit. Ses yeux étaient fermes, rassurants. Son pouce traçait un petit cercle sur le dos de sa main. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il doucement. « Respirez, souriez, ça va aller. » Clara inspira profondément et relâcha l'accélérateur, laissant la Honda avancer vers le checkpoint. L'un des hommes leva la main, lui signalant de s'arrêter. Elle s'exécuta, baissant sa fenêtre. « Bonjour, » dit l'homme. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux froids qui avaient là trop vu. Un peu tôt pour être de sortie. « Panne de voiture, » dit Clara, forçant un sourire fatigué. Elle serra la main de Damian. Pas pour le spectacle, mais pour le courage. Elle est tombée en panne près de l'autoroute. Il nous a fallu une éternité pour la redémarrer. L'homme jeta un coup d'œil à Damian, derrière elle. « C'est exact ?» Damian souleva légèrement sa casquette, offrant un hochement de tête là. L'alternateur lâche. Il faut aller chez un garagiste avant qu'il ne rende l'âme complètement. « Où allez-vous ?»« À la maison, » dit Clara. « Au nord du quartier. Nous avons été debout toute la nuit. Je veux juste un café et mon lit. » L'homme les étudia.
Clara sentit une goutte de sueur glisser le long de sa colonne vertébrale. À côté d'elle, la main de Damian restait ferme dans la sienne. Finalement, l'homme recula. « D'accord, faites vérifier cet alternateur. Je ne voudrais pas que vous restiez encore une fois en panne. Nous le ferons, merci. » Clara avança lentement, chaque muscle tendu. Dans le rétroviseur, elle regarda l'homme se retourner vers son partenaire. Pas d'appel radio, pas d'alarme. Ils avaient pu marcher. 100 mètres plus loin, Clara laissa échapper un rire tremblant. « Mon Dieu, on a vraiment... »« Vous avez fait un excellent travail, » dit Damian. Il lâcha sa main, mais lentement, comme à contre-cœur. La paume de Clara était froide, là où sa chaleur avait été. C'était fou. C'était du travail d'équipe. Damian montra du doigt devant eux. « Là, vous voyez cette clôture? La station-service est juste derrière. » Clara s'engagea sur une route d'accès, envahie par la végétation. La suspension de la Honda gémit sur l'asphalte cassé. Et là, c'était ça. Une structure squelettique avec des fenêtres barricadées et des herbes poussant à travers le béton. Oubliée. Parfaite. Elle se gara derrière le bâtiment, hors de la vue de la route. « Nous y sommes arrivés, » dit-elle, presque surprise. Damian sourit, un vrai sourire cette fois, pas le masque prudent qu'il portait habituellement. « Nous y sommes arrivés. » Et pendant un instant, Clara lui rendit son sourire. À l'intérieur de la station-service abandonnée, des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil perçant les planches cassées. Damian se dirigea vers ce qui avait été le bureau arrière, maintenant de simples étagères vides, et une armoire de classement rouillée. Il dégagea une planche de plancher lâche, dévoilant un compartiment secret. « Vous plaisantez » dit Clara depuis l'embrasure de la porte. Damian en sortit une boîte métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, de l'argent, 3, téléphone anonyme, un pistolet et un jeu de fausses identités. Des caches de survie. J'en ai disséminé dans toute la ville. On se croirait dans un roman d'espionnage. Ça m'a permis de rester en vie si longtemps. Il mit le pistolet et l'un des téléphones dans sa poche, puis tendit une liasse de billets à Clara pour les provisions. De l'eau, de la nourriture, tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour les un ou deux prochains jours. Il y a un dépanneur à 3, pâté de maison au sud. Clara regarda l'argent. Des billets de 100 $, plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas un cadeau, c'est de la logistique. Damian lui pressa l'argent dans la main. Nous avons besoin de fournitures, je ne peux pas y aller. Un simple calcul. Elle voulait refuser, voulait le lui jeter à la figure, mais elle pensa au réfrigérateur vide à l'étage, à Ellie, qui aurait besoin de petit déjeuner, à la réalité pratique des 48 prochaines heures. D'accord, dit-elle, les billets dans sa poche. 20 minutes. Faites attention, restez vigilante. Clara leva les yeux au ciel. Je prends soin de moi depuis longtemps. Alors que la Honda s'éloignait, Damian porta son attention sur le téléphone anonyme. Il l'alluma, observant les barres de signal monter. Un seul appel. Il pouvait risquer un appel pour tâter le terrain. Il composa un numéro de mémoire. Ça sonna quatre fois avant de se connecter. « Oui » fit une voix prudente. Joey, l'un de ses subalternes. « C'est moi. » Silence. Puis, « Patron, mon Dieu, tout le monde vous croyait mort. »« Pas encore. » Damian garda sa voix basse. « Qui me cherche ?»« Tout le monde, patron. Costiano a cadenassé tout le quartier sud. Il pire pour des informations, mettez la pression sur les gens. Mais, patron, ce n'est pas le pire. » La poigne de Damian se resserra sur le téléphone. « Parlez. C'est Vincent, votre conseiller. On dit qu'on l'a vu avec Marco Castellano, pas comme une scène d'otage, comme une scène de rencontre. » La confirmation frappa Damian comme une deuxième balle. Il s'en était douté, mais l'entendre à voix haute rendait la chose réelle. « Quand » demanda-t-il. « Ce matin, tôt, un entrepôt du côté ouest. » L'esprit de Damian parcourut les implications. Vincent n'avait pas seulement divulgué le lieu de la réunion, il travaillait activement avec les Costianos. Depuis combien de temps cela durait-il? Des semaines? Des mois? Joey, écoutez attentivement. J'ai besoin que vous disparaissiez pendant quelques jours. Ne dites à personne où vous allez, ni à votre petite amie, ni à votre mère, à personne. Patron, que se passe-t-il? Une purge, et j'ai besoin de personnes en qui je peux avoir confiance, qui soient encore en vie quand ce sera fini. Damian fit une pause. Pouvez-vous faire ça? Oui, je peux faire ça. Bon garçon. Damian raccrocha et écrasa le téléphone sous son talon. Vincent, son bras droit pendant 8 ans, l'homme qui l'avait aidé à bâtir cet empire à partir de rien, l'homme en qui il avait eu confiance de sa vie. Pourquoi?
De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt converti, Vincent Rossi était assis en face de Marco Castellano dans un halo de lumière fluorescente crue. L'entrepôt était vide à l'exception d'eux et de la garde personnelle de Marco, deux hommes silencieux aux yeux morts qui ne s'éloignaient jamais de leur patron. « Il est toujours en liberté, » dit Marco, allumant un cigare. « Votre livraison promise est en retard, Vincent. »« Il est débrouillard, je vous l'avais dit. » Le costume de Vincent était impeccable, ses mains fermes, aucun signe de nervosité. Mais il est blessé, isolé et à court d'options. Ce n'est qu'une question de temps. Un temps que je paie. Marco cracha de la fumée à travers la table. Chaque heure que ce Russo respire est une heure où ma réputation en souffre. Les autres familles regardent, attendant de voir si je peux finir ce que j'ai commencé. Vous ne l'avez pas commencé, c'est moi, déclara Vincent, un sourire mince aux lèvres, et je le finirai. Mais ces choses demandent de la finesse. Finesse? Marco rit, un son rauque et grinçant. Vous avez vendu votre patron, Vincent. Cela ne demande pas de finesse, cela demande de la cupidité. Appelez ça comme vous voulez. Je préfère repositionnement stratégique. Vincent se pencha en arrière. Le temps de Damian est révolu. Il est trop prudent, trop contrôlé. Sous ma direction, avec votre soutien, nous pouvons étendre les opérations dans des territoires qu'il n'aurait jamais osé toucher. Votre direction... Marco l'étudia à travers un voile de fumée de cigare. Vous croyez vraiment pouvoir maintenir son équipe unie après l'avoir trahi? Ceux qui comptent suivront l'argent et le pouvoir. Ceux qui ne le feront pas. Vincent haussa les épaules. Ne seront pas un problème. Les gardes de Marco firent un léger mouvement, leurs mains se dirigeant vers des armes dissimulées. Le message était clair. Vincent était utile maintenant, mais sa durée de vie dépendait entièrement de la livraison de la tête de Damian. Nous resserrons le filet, dit Marco. Des checkpoints sur toutes les routes principales. Des patrouilles dans le quartier sud, pression sur quiconque pourrait le cacher. S'il tente de bouger, nous le verrons. Il bougera, dit Vincent avec assurance. Damian ne peut pas rester immobile, ce n'est pas dans sa nature. L'attente du chasseur et la trahison. Dévoilée. Il cherchera à rejoindre son équipe, à rétablir sa position, et quand il y parviendra, nous serons là, à l'attendre. Vous feriez mieux de l'espérer. Marco se leva, signifiant la fin de la réunion. Car si Russo nous échappe, ce sera à vous d'expliquer pourquoi. Vincent, de son côté, observa Marco partir, escorté par ses gardes. L'entrepôt sombra dans un silence pesant, hormis le bourdonnement des néons fluorescents. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est moi », dit-il dès que la connexion fut établie. « Augmentez les patrouilles autour des quartiers sud et dans les zones industrielles aussi. Russo a besoin de ravitaillement, de communication, de transport. Il refera surface bientôt, et quand ce sera le cas, je veux en être informé immédiatement. » Il raccrocha et s'autorisa un léger sourire. 8 années passées dans l'ombre de Damian. 8 années à recevoir des ordres, à regarder quelqu'un d'autre récolter la gloire pendant qu'il accomplissait le véritable travail. C'en était fini. Demain, Damian Russo serait mort et Vincent hériterait d'un empire. Un revers inattendu, la quête du salut. À la station-service, Clara revint avec deux sacs de provisions. Elle trouva Damian debout près de la fenêtre, les yeux perdus dans le vide, le visage assombri. « Ça va ?» demanda-t-elle. « C'est Vincent, » répondit-il d'une voix grave. « Mon associé, c'est lui qui m'a trahi. » Clara déposa les sacs. Elle ne savait quoi dire. Dans son monde, la trahison venait de petits amis qui volaient l'argent du loyer ou d'amis qui parlaient dans le dos. Mais ceci, c'était différent. C'était mortel. « Je suis désolé, » offrit-elle finalement. Damian se tourna vers elle, et Clara décela quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de colère, pas de blessure, mais quelque chose de plus glacial. « Ne le sois pas, » dit-il, « car maintenant, je sais exactement qui tu es. » À la tombée de la nuit, ils étaient de nouveau en mouvement. Damian devait se rapprocher du centre-ville, où son lieutenant le plus fidèle, Marco Knuckles Delgado, dirigeait une entreprise de sécurité légitime servant de couverture. Si quelqu'un pouvait rassembler les fidèles restes de l'équipe de Damian, c'était Knuckles. Mais pour y arriver, il fallait traverser le cœur de la ville, jalonné de points de contrôle et de zones de patrouille. L'évasion. Par les tunnels souterrains. « Les autoroutes sont impraticables, » dit Clara, examinant l'atlas routier à la lumière d'une lampe de poche. « Trop exposé. Mais il y a un parking souterrain qui relie les anciens tunnels du métro. La voie de maintenance passe sous trois pâtés de maisons.
Comment n'en sais-tu autant? Mon ex y vendait de la drogue, avant son arrestation, répondit-elle en traçant l'itinéraire du doigt. Si nous pouvons atteindre le parking, nous pourrons utiliser les tunnels pour nous rapprocher du centre-ville, sans être vus depuis la rue. Damian l'observa dans la pénombre. Tu as eu une sacrée vie pour une serveuse. Tu n'as pas à juger mes choix de survie. Je ne juge pas, je suis impressionné. Clara sentit la chaleur monter à son visage et détourna le regard. Allons-y, c'est tout. Ils traversèrent la ville comme des fantômes. Clara naviguait dans les rues secondaires et les zones résidentielles où les patrouilles de Castellano étaient moins nombreuses. La Honda se fondait parfaitement dans le décor, juste une autre voiture délabrée dans un quartier populaire. La structure du parking se dressait devant eux, une monstruosité de béton qui plongeait sur six niveaux souterrains. Clara s'engagea dans l'entrée. La barrière était levée et abandonnée. La structure était destinée à la démolition depuis des années, prise dans un vide juridique, parfait pour leurs objectifs et parfait pour une embuscade. Un piège sournois, l'affrontement souterrain. Quelque chose ne va pas, murmura Clara alors qu'ils descendaient à la première rampe. Damen le ressentait aussi. La structure était trop silencieuse, trop vide. Continue, mais ralentie. Les phares de la Honda fendaient l'obscurité alors qu'ils tournaient en spirale. Niveau 2, niveau 3. Des graffitis recouvrissent les murs. Des voitures abandonnées reposaient sur des pneus crevés, vestiges d'amendes de stationnement impayées. Puis, Clara l'aperçut, des traces de pneus fraîches sur le béton poussiéreux. Damian, des phares s'allumèrent derrière eux. « Fonce !» cria Damian. Clara écrasa l'accélérateur. Le moteur de la Honda hurla, tandis qu'elle prenait le virage, les pneus crissant. Derrière eux, un SUV vrombissait, lançant la poursuite. Il les attendait. Les jointures de Clara blanchirent sur le volant. « Continue à descendre. » Elle prit la rampe suivante à une vitesse dangereuse, la suspension de la voiture gémissant. Niveau 4. Le SUV restait proche, son moteur puissant réduisant l'écart. Clara distingua deux hommes à l'intérieur, le conducteur et un passager avec une radio. Ils appelaient les renforts. « Ce pilier de soutien », dit Damian en le montrant du doigt. « Mets-toi derrière. » Clara donna un coup de volant sec. La Honda glissa derrière une massive colonne de béton. Le SUV passa en trombe, ses freins hurlant alors qu'il tentait de compenser. Clara mit la voiture en marche arrière, recula de 20 pieds, puis s'engagea dans une autre voie, remontant au lieu de descendre. « Que fais-tu » demanda Damen. « Je fais confiance à mon instinct. » Elle avait raison. Deux autres SUV descendaient d'en haut, essayant de les encercler. Le demi-tour de Clara les prit au dépourvu. Elle dépassa le premier SUV avant qu'il ne puisse réagir, remontant vers le niveau 3. Mais maintenant, les trois véhicules étaient derrière eux, coordonnés. « Nous sommes piégés ici, » dit Damian, cherchant des issues. L'esprit de Clara s'emballa. La structure était un labyrinthe, mais elle y avait passé des heures des années auparavant, attendant que son ex fasse affaire. Elle connaissait sa disposition, ses particularités. « L'alarme !» dit-elle soudain. Elle est toujours active au niveau 2. Alors attends. Elle prit le virage suivant à une vitesse imprudente, les pneus fumant. Niveau 3, niveau 2. Les SUV gagnèrent du terrain, leur moteur surpuissant engloutissant la distance. Clara entendait leur radio crépiter, coordonnant le piège. Elle repéra ce qu'elle cherchait, un boîtier d'alarme incendie sur le mur. Sans ralentir, elle jeta avec force une bouteille d'eau achetée plus tôt. Elle se brisa contre l'alarme à tirer. Instantanément, des sirènes hurlèrent. Des gicleurs jaillirent sur tout le niveau. Des lumières de secours stroboscopiques clignotaient en rouge et blanc. Les SUV hésitèrent, confus par le chaos. Clara profita de ces précieuses secondes pour s'engouffrer dans une étroite allée de maintenance, à peine plus large que sa Honda. Les SUV ne pouvaient ne pas suivre, trop grands, trop larges. Elle entendit des cris de colère, le bruit de ferraille, lorsqu'un, malgré tout, tenta de passer et racla son flanc contre le béton. « Il y a une sortie de service », dit-elle, haletante. « Entrée du quai de chargement. Elle se connecte à... » Un troisième SUV apparut devant eux, bloquant le chemin. Clara freina brusquement. La Honda dérapa, faisant un dérapage à 180 degrés. Elle passa en marche avant et accéléra dans le sens inverse d'où ils étaient venus, droit vers le SUV qui s'était coincé dans l'étroite allée. « Clara !» Damien se cala contre le tableau de bord. Elle vira à droite au dernier moment, se faufilant dans un espace entre le SUV bloqué et le mur. La peinture s'écailla, le métal grinça, le rétroviseur s'arracha, mais ils passèrent. La sortie de service apparut, une rampe menant à un quai de chargement et à l'accès à la rue.
presque là. Une silhouette se dressa sur leur chemin. Un des éclaireurs de Castellano, radio à la main, levant une arme. Damien était déjà en mouvement. Il ouvrit sa portière alors que Clara virait. La portière frappa l'éclaireur à la poitrine, le faisant trébucher. Damien sortit en un instant, se déplaçant avec une précision redoutable malgré son bras blessé. L'éclaireur chercha désespérément son arme tombée. Damien y arriva le premier. Une brève lutte, un son étouffé. L'éclaireur s'effondra. « Remonte !» cria Clara. Damien plongea sur le siège passager. Clara accélérait déjà sur la rampe, traversant le quai de chargement et débouchant dans l'air libre et béni de la rue. Derrière eux, les alarmes du parking continuaient de hurler. Les SUV devraient naviguer à nouveau, gérant le chaos qu'elle avait créé. Ils avaient gagné quelques minutes, peut-être plus. Un nouveau lien forgé sous le feu. Clara ne ralentit pas avant d'être à 6, pâté de maison, caché dans une ruelle derrière une épicerie fermée. Puis elle coupa le moteur et resta là, tremblante, l'adrénaline inondant son corps. « C'était incroyable, » dit Damien doucement. Clara rit, stridente, presque hystérique. « C'était fou. Nous avons failli mourir au moins quatre fois. Mais nous ne sommes pas morts. » Elle se tourna pour le regarder. Son visage était rouge, ses yeux brillants. Il semblait plus vivant qu'elle ne l'avait jamais vu, et malgré tout, malgré le danger et la peur et l'impossibilité de tout cela, elle le ressentait aussi. Ils avaient bien survécu ensemble. Ton frère serait fier, dit Damien. La façon dont tu as géré ça, la plupart des conducteurs expérimentés n'auraient même pas pu. Ne dis rien, l'interrompit doucement Clara. Ne fais pas de cela une question de compétence ou d'entraînement. Nous avons juste eu de la chance. Non, dit Damien en soutenant son regard, nous sommes devenus bons. Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea entre eux. Un lien forgé non pas dans les mots, mais dans des battements de cœur partagés et une respiration synchronisée, en faisant confiance à quelqu'un d'autre avec sa vie et en le voyant se manifester. Clara démarra le moteur. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-elle. « Quelque part en sécurité. Nous devons nous regrouper. » Elle hocha la tête et sortit à nouveau dans la rue. Aucun d'eux ne remarqua le petit dispositif de suivi, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, attachée magnétiquement au-dessous de la Honda, placée là par l'éclaireur avant que Damien ne la batte. La chasse était loin d'être terminée. La décision. Combattre plutôt que fuir. Ils trouvèrent refuge dans une autre des planques de Damien, un appartement vacant au-dessus d'une laverie automatique dans un quartier que les Castellanos n'avaient pas encore verrouillé. L'espace était spartiate, un matelas sur le sol, de l'eau en bouteille dans le réfrigérateur et des barreaux aux fenêtres. Clara s'effondra sur une chaise pliante, chaque muscle endolori. Il était maintenant tard dans l'après-midi, le deuxième jour de ce cauchemar. 48 heures qui semblaient 48 ans. Damien se tenait à la fenêtre, observant la rue en contrebas avec la patience d'un prédateur. Son bras blessé pendait raidement à ses côtés, mais son esprit était clairement en effervescence. « Nous ne pouvons pas continuer à fuir, » dit-il finalement. C'était le plan. 48 heures, tu te souviens ? Reprendre contact avec tes gens, puis disparaître. Les plans changent. Damien se détourna de la fenêtre. Ils ne vont pas s'arrêter. Vincent sait comment je pense. Il connaît mes contacts, mes planques. Il en a déjà divulgué la moitié aux Costianos. Finalement, ils nous trouveront. Ou nous ferons une erreur, ou nous n'aurons plus d'endroit où nous cacher. L'estomac de Clara se tordit. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que nous arrêtons de fuir et que nous commençons à nous battre. C'est du suicide. Non, le suicide, c'est attendre qu'il nous accule. Damien se dirigea vers la table, étala une carte de la ville qu'il avait tirée d'un tiroir. Mais si nous choisissons le champ de bataille, si nous contrôlons les variables, nous pouvons mettre fin à cela. Mettre fin à cela ? Comment ? Clara se leva, se rapprochant malgré elle. Tu es seule contre toute une organisation. Mais pas seulement moi. J'ai encore des fidèles, des gens prêts à mourir pour moi, et surtout, des gens qui haïssent Vincent pour sa trahison. Damien désigna un endroit sur la carte. Il y a un triage ferroviaire abandonné du côté est. Zone industrielle, pas de civils, plusieurs points d'entrée, mais une seule vraie sortie. C'est isolé, défendable. Clara fixa la carte, la compréhension se faisant jour. Tu veux les attirer là-bas ? Oui, c'est de la folie. C'est stratégique, rétorqua Damien en levant les yeux vers elle. Vincent veut ma mort pour reprendre mon empire. Marco veut ma mort pour sauver la face auprès des autres familles. Mais ils me croient tous les deux faibles en ce moment, désespérés. Si je leur offre une cible facile, ils la prendront,
En surface, tu serais une cible facile. Mais si je peux faire passer le mot à Knuckles, Marco Delgado, mon lieutenant le plus loyal, il peut rassembler les hommes que je sais toujours fidèles. Nous tendrons un piège. Laissons les Costas y tomber, et mettons fin à cette guerre avant qu'elle ne consume tout le côté sud. L'esprit de Clara s'emballa. Tu parles d'un massacre. Je parle de survie. La voix de Damian se durcit. Et de protéger le quartier d'une guerre de gang prolongée. Si cela perdure, des innocents périront. Tes voisins, les camarades de classe de ton frère. Plus cela traîne, plus les dommages collatéraux seront importants. Un combat, une nuit, loin des civils. C'est de la miséricorde comparé à ce qui arrive autrement. Clara voulut objecter, mais elle ne le put. Elle avait grandi en voyant les conflits mafieux dévaster les quartiers comme des incendies de forêt. Balles perdues, intimidation, sang sur les trottoirs où les enfants jouaient. Si Damian avait raison, si cela pouvait mettre fin rapidement et loin de ces rues. « Comment sais-tu que tes hommes viendront ?» demanda-t-elle. « Parce que Vincent les a tous trahis, pas seulement moi. » Damian sortit un autre téléphone jetable. La loyauté est profondément ancrée dans mon organisation. Vincent a juste prouvé qu'on ne peut pas faire confiance à l'ambition au détriment de l'honneur. Mes hommes le comprennent, ils viendront. Il composa un numéro. Cela sonna 2 fois. Knuckles, c'est moi. Clara entendit une explosion de soulagement étouffée de l'autre bout. Boss, bon sang, où êtes-vous? Tout le monde écoute. Pas le temps. Damian le coupa. Vincent est le traître. Il travaille avec les Costa. Silence, puis. Ce fils de... Je sais, mais nous allons régler ça ce soir. J'ai besoin que tu rassembles tous ceux en qui tu as confiance. Le noyau dur, ceux qui étaient là dès le début. Combien sommes-nous? Tous ceux qui viendront. Nous mettons fin à tout cela à l'ancien triage ferroviaire de Riverside. Minuit. Une autre pause. Boss, c'est un piège mortel pour eux, pas pour nous. J'expliquerai quand tu seras là. Fais-moi juste confiance. La voix de Damian s'adoucit légèrement. Encore une fois, Knuckles, peux-tu faire ça? Toujours, boss, toujours. Damian lui donna quelques détails supplémentaires, puis raccrocha. Il écrasa le téléphone sous son talon, une habitude que Clara commençait à reconnaître. « C'est tout ?» demanda-t-elle. « Tu viens de provoquer une guerre de gang avec un appel téléphonique de 2 minutes? J'ai mis fin à une guerre de gang. » Damian rencontra son regard. « Clara, tu n'es pas obligée de prendre part à la suite. Tu as fait bien plus qu'il n'en fallait. Je peux m'arrêter ?» Clara fut surprise par la fermeté de sa voix. « Tu crois que je peux simplement partir maintenant, après tout ça? Ils ont vu mon visage, ma voiture. Vincent sait que je t'aide. Il le doit. S'il est aussi intelligent que tu le dis, probablement. Donc, je suis déjà une cible, déjà complice. » Clara se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier qu'elle avait si durement protégé. Quelque part là-dehors, Ellie était à l'école, inconscient de la tempête qui se préparait autour d'eux. « Tu as promis qu'il serait en sécurité. Mon frère, il le sera. Alors, je suis de la partie, pas parce que je crois en ta guerre ou en ton empire ou en tout cela. » Elle se retourna pour lui faire face. Mais parce que la seule façon pour Ellie de rester en sécurité est que cela se termine. Ce soir, Damian la scruta un long moment. « Tu n'es plus seulement un chauffeur. » « Non. » Clara sentit le poids de cela s'installer sur ses épaules. « Je suis une co-conspiratrice maintenant, de gré ou de force. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Garde ça pour toi. » Mais sa voix était plus douce maintenant. « Dis-moi le plan, le vrai plan. Que dois-je faire ?» Damian retourna à la carte. « Le triage a un seul chemin d'accès principal. J'ai besoin que ta voiture soit positionnée pour le bloquer une fois que les Costas seront à l'intérieur. Tu la truques pour qu'elle ait l'air abandonnée, mais qu'elle puisse être déplacée rapidement si nécessaire. Une barricade. Exactement. » Et il hésita. « Si les choses tournent mal, si mes hommes ne viennent pas, ou si les Costas amènent plus d'hommes que prévu, tu fuis. Tu prends Ellie et tu quittes la ville. Il y a de l'argent dans cette boîte là-bas. Assez pour recommencer ailleurs. » Clara regarda la boîte métallique sur le sol. L'argent de l'évasion, juste au cas où. « Cela n'arrivera pas, » dit-elle, essayant de se convaincre. « Probablement pas. » Damian plia la carte. « Mais je planifie pour toutes les éventualités. » Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de feu. Clara pensa à son père, au choix qu'il avait fait pour aider les gens, peu importe de quel côté de la loi il se trouvait. Elle pensa à Ellie, en sécurité à l'école, ignorant que sa sœur était sur le point de participer à quelque chose qui ne pourrait jamais être défait. « Quand partons-nous » demanda-t-elle. « Après la tombée de la nuit. Nous allons repérer le triage, préparer le terrain, attendre que tout le monde arrive. » Clara hocha la tête.
Alors, j'ai besoin de passer un coup de fil d'abord, vérifier pour Ellie. Damian lui tendit son dernier téléphone jetable. Fais vite, ne lui dis pas où tu es. Elle composa le numéro de leur appartement. Ellie décrocha à la 3e sonnerie. Clara, où es-tu? Je suis rentrée à la maison et... Je fais un double service, mentit-elle en douceur. Urgence au restaurant. Je rentrerai tard ce soir, peut-être très tard. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Il y a des restes de pizza. Bien, Ellie, écoute. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. S'il se passe quelque chose d'étrange, si quelqu'un vient me chercher, tu ne sais rien, compris? Clara, qu'est-ce qui se passe? Rien, fais-moi juste confiance. D'accord, d'accord. Il semblait inquiet. Sois prudente. Toujours. Elle raccrocha avant que sa voix ne puisse flancher. Damian reprit le téléphone, l'écrasa. Prêt? Clara le regarda, cet homme qui était entré dans sa vie 2 nuits auparavant et avait tout bouleversé. Ce criminel, ce survivant, cette personne qui, d'une certaine manière, la comprenait mieux que personne depuis des années. Finissons-en, dit-elle. Et tandis que l'obscurité tombait sur la ville, il se préparait à la guerre. Le triage ferroviaire de Riverside était un squelette de décrépitude industrielle, des rails rouillés ne menant nulle part, des entrepôts effondrés et des conteneurs maritimes empilés comme des pierres tombales oubliées. L'endroit parfait pour que les fantômes règlent leur compte. Clara roula lentement à travers l'entrée, ses phares fendant l'obscurité. Le moteur de la Honda semblait trop bruyant dans le silence, résonnant sur le métal et le béton. Là, Damian désigna un goulet d'étranglement où la route d'accès se rétrécissait entre 2 murs de conteneurs. C'est là que nous avons besoin de la voiture. Clara positionna la Honda avec précision, l'inclinant pour créer un embouteillage. Quiconque essaierait de partir rapidement devrait s'arrêter, reculer, manœuvrer. De précieuses secondes qui pourraient faire la différence entre l'évasion et la capture. Elle coupa le moteur et sortit. L'air nocturne était froid, porteur d'odeurs de rouille et d'huile. Au loin, les lumières de la ville brillaient comme une fausse aube. « As-tu apporté des outils ?» demanda Damian. Clara ouvrit le coffre, révélant la boîte à outils du garage de son père. « Tu as dit « truc-là ». Je la truque. Elle travailla rapidement, retirant le capuchon du distributeur et le glissant dans sa poche de veste. Sans cela, la voiture ne démarrait pas, mais elle pouvait le réinstaller en moins de 30 secondes si nécessaire. Puis elle desserra le loquet du capot, donnant l'impression que la voiture était tombée en panne naturellement. « Parfait », observa Damian. Elle a l'air abandonnée, mais fonctionnelle. Je suis pleine de surprises. Clara essuya ses mains sur son jean. Son cœur tambourinait, mais ses mains étaient stables. Étrange de se sentir si calme maintenant que le moment était arrivé. Damian consulta sa montre. Knuckles devrait être là dans 20 minutes. Avec un peu de chance, il amènera au moins une 12aine d'hommes. Et Vincent, il viendra. Son ego ne le laissera pas résister. Le sourire de Damian était froid. Il me croit désespéré, acculé. Il voudra voir mon visage quand je réaliserai que j'ai perdu. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le triage, leurs pas crissant sur le gravier. Damian avait bien choisi l'endroit, de bonnes lignes de vue, mais beaucoup de couverture. Les conteneurs maritimes créaient des positions défensives naturelles. Les voies surélevées offraient une hauteur stratégique. « Tu devrais rester près de la voiture, » dit Damian. « Quand les coups de feu commenceront, je sais, reste à terre, reste en sécurité. » Clara le regarda. « Tu l'as dit 3 fois. Parce que je le pense. » Il s'arrêta, se tourna pour lui faire face entièrement. Clara, après cette nuit, non. Elle le coupa. Ne fais pas le discours, au cas où je ne m'en sortirai pas. Nous sortirons tous les deux d'ici. Tu sembles sûr. Je dois l'être pour Ellie. Damian tendit la main, sa main planant près de son visage un instant avant de retomber. Il a de la chance de t'avoir. Oui, eh bien, la gorge de Clara se serra. Assurons-nous qu'il continue de m'avoir. Des phares apparurent au loin. Ils se tendirent tous les deux, puis se détendirent, tandis que Damian reconnaissait les véhicules. Knuckles. 3 voitures entrèrent dans le triage. Des berlines cabossées et des camions de travail qui se fondaient dans n'importe quel quartier de la classe ouvrière. Des hommes sortirent des véhicules, peut-être 15 d'entre eux, se déplaçant avec une efficacité bien rodée. Ils se dispersèrent immédiatement, prenant position derrière les conteneurs et les murs. Marco Knuckles. Delgado s'approcha, un homme aux épaules larges, la quarantaine, aux phalanges cicatrées et aux yeux fidèles. « Patron !» il étreignit Damian brièvement. « Content de vous voir respirer ? Content de respirer. » Damian fit un geste vers Clara.
C'est Clara, c'est grâce à elle que je suis encore en vie. Knuckles lui fit un signe de tête avec un respect sincère. Madame, ne me madame pas. J'essaie juste de ne pas me faire tuer. Knuckles sourit. Vous avez choisi la mauvaise nuit pour ça. Il se tourna vers Damian. Nous avons fait passer le mot par les canaux habituels. Nous avons laissé entendre que vous seriez ici, blessé et seul. Vincent a mordu à l'hameçon. Il a dit aux Castiglianos que vous faisiez un dernier baroud désespéré. Combien en amène-t-il? Au mieux, Vincent plus Marco Castellano et peut-être 20 soldats. Knuckles désigna les positions que ces hommes avaient reprises. Nous avons l'avantage de la hauteur, la surprise et la motivation. Ça devrait suffire. Ça devrait. Damien vérifia son arme, celle qu'il avait obtenue à la caisse de la station-service. Rappelez-vous, Vincent est à moi. Si quelqu'un d'autre tire en premier, Vincent doit rester en vie jusqu'à ce que je l'atteigne. Compris? Les hommes se rirent des positions, tels des pions sur un échiquier. Clara, tapie derrière un coffre à matériel rouillé près de sa Honda, surveillait la route d'accès, patientant. Les minutes s'étirèrent, puis de nouveaux phares fendirent la nuit. Plusieurs véhicules cette fois, avançant avec rapidité et assurance. Des VUS, une escadrille de 4, sombres et élégants. Les costas ne se cachèrent plus. « C'est parti !» murmura Damian depuis sa cachette derrière un conteneur. « Tenez bon jusqu'à mon signalement. » Les VUS pénétrèrent dans la gare de triage, leur feu de route inondant l'espace d'une lumière crue. Ils s'immobilisèrent en formation lâche, moteur au ralenti, portières ouvertes. Vincent en sortit le premier, ajustant sa veste de costume comme s'il arrivait à une réunion d'affaires. Puis Marco Castellano émergea, escorté par ses hommes, des soldats au visage dur armés de fusils automatiques. Clara dénombra 22 hommes, un effectif supérieur aux estimations de Knuckles. Vincent avança au milieu de l'espace ouvert, scrutant les ombres. « Damian !» lança-t-il. « Je sais que tu es là. Il est temps de régler ça comme des hommes. » Un silence lui répondit. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, » reprit Vincent. « Ton empire est déjà en ruine. Tes hommes se sont dispersés. C'est fini. Sors, et peut-être que j'en finirai vite. » « Tu as toujours été un bavard, Vincent. » La voix de Damian résonna à travers la gare de triage. Il apparut, son arme au flanc, seul au milieu de la scène. Le cœur de Clara s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il fait ?» Vincent sourit, triomphant, vindicatif. « Te voilà, le grand Damian Rousseau, rabaissé. C'est une bonne sensation, n'est-ce pas? Savoir que je t'ai surpassé. Tu m'as trahi. J'ai évolué. » Vincent écarta les mains. « Tu es faible, Damian. Trop prudent, trop lâche pour t'étendre sous ma direction. Ton règne s'achève ce soir. » Le sourire de Vincent vacilla. Quelque chose dans le ton de Damian, dans sa posture, était trop confiant pour un homme confronté à une mort certaine. Puis, Knuckles et ses hommes jaillirent des ombres, tels des spectres, leurs armes braquées sur les Castellanos depuis des positions élevées, derrière des conteneurs, sous tous les angles. Le piège était tendu. Les hommes de Marco Castellano réagirent instantanément, levant leurs armes, mais se retrouvant encerclés. Une impasse, 15 contre 22, mais avec un positionnement supérieur. Le visage de Vincent pâlit. C'était un piège. Oui, Damian leva son arme, la pointant directement sur Vincent. Tu m'as tout appris sur la stratégie, Vincent, y compris comment appâter un ennemi arrogant. Marco Castellano s'avança, sa voix glaciale. Cela ne change rien, Russo. Tu es toujours en infériorité numérique. Vraiment? Le sourire de Damian était féroce. Car de là où je suis, tes hommes sont dans une zone de tir sans issue. La tension était suffocante. 22 doigts sur 22 gâchettes. Un faux mouvement et la gare de triage se transformerait en abattoir. Puis Vincent commit son erreur. « Tuez-le » hurla-t-il. « Tuez-les tous !» La nuit explosa en une cacophonie de coups de feu. Le premier tir retentit comme le tonnerre, brisant le silence. Les lueurs des bouches des armes illuminèrent la zone par éclairs stroboscopiques. Les hommes de Damian ouvrirent le feu depuis leur poste en hauteur, contraignant les costas à se disperser derrière leur VU. Les tirs de riposte crépitèrent sur les conteneurs métalliques. L'air s'emplit de l'odeur de la poudre et des douilles brûlantes. Clara se plaqua contre le coffre à matériel, les mains sur les oreilles, le cœur battant la chamade. C'était bien réel. Des vies se perdaient. Le fracas des tirs était assourdissant. « Clara !» La voix de Damian transperça le chaos. « Les lumières, n'est-ce pas ?» Le plan. Clara se précipita vers sa Honda, ouvrit la portière et appuya sur le klaxon. L'alarme de la voiture hurla,
un sifflement strident qui accentua la confusion. Puis, elle tourna la clé, laissée dans le contact, pour activer le système électrique. Les feux de route éblouirent directement la position des Castellanos. Plusieurs hommes portèrent leurs mains à leur visage contre la lumière soudaine, aveuglés temporairement. L'équipe de Knuckles profita de ces précieuses secondes pour progresser, se déplaçant comme des ombres pendant que leurs ennemis étaient désorientés. Clara resta tapie derrière le bloc moteur, la seule véritable protection contre les balles, et observa la bataille se dérouler comme un cauchemar devenu réalité. Damien traversait le chaos avec une précision mortelle. Malgré son bras blessé, il était fluide, efficace, neutralisant 2 des hommes de Marco en se rapprochant de Vincent. Ce dernier s'était abrité derrière un VUS, tirant frénétiquement. Toute sa contenance polie s'était évanouie. Puis, Clara les vit. 2 soldats Castellano se détachant du combat principal, contournant les conteneurs, flanquant, fonçant droit vers sa position. Son sang se glaça. Elle avait des secondes, peut-être moins. La main de Clara trouva la clé à molette dans le coffre de la Honda. Son père avait toujours gardé des outils d'urgence à portée de main. Le métal était froid et lourd dans sa prise. Pas une arme à feu, pas même un couteau, mais c'était mieux que rien. Le premier soldat contourna le conteneur, son arme levée. Il la vit accroupie près de la voiture et sourit. Une proie facile. Clara appuya sur le bouton de déverrouillage du coffre. Le couvercle du coffre jaillit et frappa le soldat en plein visage. Il chancela en arrière, jurant, momentanément étourdi. Clara était déjà en mouvement. Elle brandit la clé à molette avec force, frappant son poignet. L'arme tomba au sol en un cliquetis. Le second soldat apparut, l'arme braquée sur son torse. « Non !» Clara attrapa le premier soldat par sa veste et le fit pivoter comme bouclier humain. Le second soldat hésita. Une seconde d'incertitude, elle l'utilisa. Clara poussa violemment le premier soldat contre le second. Ils s'en mêlèrent, déséquilibrés. Elle n'attendit pas de les voir se relever. Elle courut, sprintant entre les conteneurs, utilisant l'obscurité et sa connaissance des espaces réduits pour disparaître. Derrière elle, des cris de colère, des pas martelants. Ils arrivaient. L'esprit de Clara s'emballait. Elle était serveuse. Elle n'était pas entraînée pour ça, mais elle avait passé sa vie entière à naviguer dans des situations dangereuses avec rien d'autre que son intelligence et son instinct de survie. Cela devrait suffire. Elle aperçut une clé tombée près d'une vieille fosse de maintenance, plus grande que la clé à molette, plus lourde. Clara la saisit et se plaqua contre l'ombre d'un conteneur, contrôlant sa respiration malgré l'adrénaline qui hurlait dans ses veines. Le premier soldat apparut au coin, prudent cette fois, balayant son arme. Clara attendit qu'il passe sa position, puis abattit la clé avec force sur l'arrière de son genou. Il s'effondra avec un cri. Elle repoussa son arme du pied, puis courut de nouveau avant que le second soldat ne puisse la rattraper. Ses poumons brûlaient, ses jambes étaient comme du caoutchouc, mais elle continuait d'avancer, de réfléchir. Le second soldat criait dans sa radio, appelant des renforts. Mais le renfort était occupé. La bataille principale atteignait son paroxysme. Clara l'entendait, l'intensité des tirs, les hommes criant, le métal résonnant alors que les balles atteignaient leur cible. Elle fit un détour vers le centre, vers la lumière, vers l'endroit où elle pouvait voir Damien. Il avait atteint Vincent. Le conciliaire était à court de munitions, reculant, les mains levées. « Damien attend. Nous pouvons en parler. »« 8 années, dit Damien calmement, son arme stable. Je t'ai fait confiance pour tout. C'était des affaires, rien de personnel. » La contenance de Vincent s'effondra complètement. Les familles voulaient une nouvelle direction. Ils allaient s'en prendre à toi de toute façon. Je me suis juste positionné pour survivre. Tu t'es positionné pour en tirer profit. La voix de Damien était glaciale. De ma mort, de la loyauté d'hommes qui seraient si morts pour toi autour d'eux. La fusillade s'apaisait. Les hommes de Knuckles avaient repris le dessus. Les Costas étaient soit à terre, soit en train de se rendre. Marco Castellano lui-même gisait immobile à côté de son VUS, victime de sa propre ambition. Vincent le vit aussi, vit qu'il avait perdu. « S'il te plaît, Damien, nous avons construit ça ensemble. »« Non !» Damien secoua la tête. « Je l'ai construit. Tu as juste pris des notes. Je partirai, je disparaîtrai. Tu ne... » Le tir fut silencieux, presque anticlimatique après le chaos. Vincent s'écroula au sol, la trahison dans ses yeux figés pour toujours. Clara se tenait à 6 mètres de là, la clé toujours dans ses mains tremblantes, regardant un homme mourir. Elle devrait ressentir quelque chose, horreur, dégoût, culpabilité. Mais tout ce qu'elle ressentait était l'engourdissement.
C'était fini. Knuckles apparut aux côtés de Damian, inspectant le carnage. Nous avons perdu 3 hommes, 6 blessés, mais nous sommes en sécurité. Marco est mort. La plupart de ses lieutenants aussi. Knuckles désigna la poignée de survivants Castellano, agenouillés, les mains derrière la tête. Ceux-là se sont rendus. Que veux-tu qu'on fasse d'eux? Damian les regarda un long moment. Laissez-les partir. Envoyez un message aux autres familles. La guerre Castellano-Russo est terminée. Une nouvelle direction prendra contact pour les termes. Clara finit par bouger. Ses jambes étaient instables. Elle laissa tomber la clé et elle résonna sur le béton, trop fort dans le silence soudain. Damian se retourna, la vit, et son expression se radoucit. « Tu vas bien? 2 d'entre eux sont venus après moi, Elle fit un vague geste. Je m'en suis sorti. J'ai vu. Il y avait quelque chose comme de la fierté dans sa voix. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je suis en piteux état. Clara baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Je pense que je suis sous le choc. Probablement. Damian s'approcha d'elle, la scrutant du regard pour d'éventuelles blessures. Mais tu es vivante. C'est ce qui importe. Autour d'eux, les hommes de Knuckles sécurisèrent la scène, vérifiant les corps, soignant les blessés. La gare de triage ressemblait à une zone de guerre, car elle en avait été une. « Est-ce vraiment fini ?» demanda Clara à voix basse. Damian reporta son regard sur le corps de Vincent, sur les véhicules Castellano éparpillés, sur le prix payé en sang pour le pouvoir et la trahison. « Oui, dit-il finalement, c'est fini. » Mais alors que Clara croisait son regard, elle se demanda si quelque chose serait jamais vraiment terminé après cette nuit. Certaines actions, une fois commises, vous changent à jamais. Et elle venait d'apprendre cette leçon de la manière la plus difficile qui soit. 3 jours après la gare de triage, Clara retourna travailler au restaurant. Le gérant de l'équipe du matin haussa un sourcil lorsqu'elle entra. Clara avait appelé pour signaler qu'elle était malade pendant 4 quarts de travail consécutifs, ce qu'elle n'avait jamais fait en 4 ans. Mais il ne posa aucune question. Dans ce quartier, on comprenait parfois qu'une absence temporaire était nécessaire. Clara, le tablier noué, versait le café d'une main ferme, feignant une normalité qu'elle ne ressentait plus. Elle prétendait n'avoir pas été témoin de morts violentes, ni avoir participé à l'orchestration d'une guerre de gang. Sous ses manches longues, elle dissimulait les marques laissées par les plongeons derrière les équipements et les altercations avec les militaires. Les cauchemars, quant à eux, étaient masqués par un sourire professionnel. La table 7 demande un réassort, annonça son responsable, avec un ton des plus ordinaires. Tout était ordinaire, si ce n'est que plus rien ne le serait jamais. Damian surgit le 4e jour, alors que Clara essuyait les tables pendant le service du déjeuner. Elle leva les yeux et le vit, là, sur le pas de la porte. Il arborait un costume différent, onéreux, d'une coupe impeccable, exempt de toute tache de sang. Son bras était toujours bandé sous la veste, mais il se tenait droit, puissant, comme si l'homme blessé qu'elle avait eu à l'arrière de sa voiture avait été effacé au profit du cerveau criminel qu'il avait toujours été. Leurs regards se croisèrent. Le cœur de Clara s'emballa. Il choisit une banquette au fond, dans l'angle. Elle s'approcha, son carnet de commandes en main, campant son rôle. « Un café ?» demanda-t-elle. « S'il vous plaît » fut sa réponse à voix basse. « Et un instant de votre temps. » Clara versa le café, puis se glissa en face de lui dans la banquette, adoptant une posture décontractée. Aux yeux des observateurs, il n'était bon qu'un client et une serveuse en pause. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-elle. « Je sais, mais je devais vous voir, » répondit Damian en poussant une enveloppe sur la table. « Pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez risqué. » Clara regarda l'enveloppe sans la toucher. « Combien ? 50 000 » Elle eut un rire discret, empreint d'amertume. « C'est le prix pour avoir frôlé la mort ?» Clara, je ne veux pas de votre argent, Damian. Elle planta son regard dans le sien. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait parce que vous aviez promis qu'Ellie serait en sécurité. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que... Elle s'interrompit, ne sachant comment achever sa phrase. Parce que, d'une certaine manière, au milieu de toute cette folie, j'ai commencé à vous faire confiance. La voix de Clara s'abaissa jusqu'à n'être qu'un murmure. Et cela me terrifie plus que tout le reste. Damian resta silencieux un instant, puis il retira l'enveloppe. « Laissez-moi au moins... » « Non. » Clara se leva. « Nous avions un accord, 48 heures. Ensuite, vous disparaissez de ma vie. Alors, disparaissez. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle ne change d'avis, avant que la douleur lancinante dans sa poitrine ne se transforme en quelque chose d'incontrôlable. Lorsqu'elle se retourna, la banquette était vide.
L'enveloppe avait disparu, tout comme lui. 5 semaines plus tard, Clara rentra chez elle et découvrit Ellie assis à la table de la cuisine, les larmes coulant sur son visage alors qu'il fixait l'écran de son ordinateur portable. « Ellie !» Elle laissa tomber son sac, se précipitant vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il tourna l'ordinateur vers elle, incapable de prononcer un mot. C'était un courriel du service de facturation de l'hôpital. Sa dette médicale, d'un montant de 14 700 $, accumulée suite à l'accident de voiture d'il y a 2 ans, le fardeau qui les écrasait tous les deux, avait été entièrement réglé par un donateur anonyme via un compte intraçable. Le souffle de Clara se coupa. « Je ne comprends pas, » murmura Ellie. « Qui? Clara a fait ça ?» Elle fixa l'écran, l'esprit embrouillé. 50 000 $, 50 000 $. Il lui avait offert 50 000 $, 50 000 $, et elle avait refusé. Alors, il avait trouvé un autre moyen, un moyen qu'elle ne pourrait refuser. « Je ne sais pas, » mentit-elle doucement. « Peut-être que papa avait une assurance vie dont nous ignorions l'existence. »« Peut-être. » Clara. Ellie lui prit la main. « Cela change tout. Je peux enfin aller à l'université maintenant. Je peux... » Sa voix se brisa. « Nous sommes libres. » Clara le serra dans ses bras, ravalant ses propres larmes. « Oui, nous sommes libres. » Mais elle savait mieux. La liberté avait un prix, et elle l'avait payé à la gare de triage de Riverside. Au cours des semaines suivantes, Clara remarqua d'autres changements. Les jeunes du quartier qui la harcelaient auparavant sur le chemin du retour lui firent désormais des hochements de tête respectueux. Le propriétaire, qui menaçait d'expulsion pour retard de loyer, devint soudainement accommodant. Madame Chun, de l'épicerie du coin, commença à glisser des articles supplémentaires dans son sac de courses sans frais. Les gens savaient. Ils n'en parlaient pas. Ce quartier comprenait la valeur du silence. Mais ils savaient que Clara était la femme qui avait caché Damian Rousseau. La femme qui avait survécu 2 jours en fuite avec l'homme le plus puissant de Southside. Elle n'avait pas rejoint son monde, n'était pas devenue une partie de son empire, mais elle avait gagné quelque chose d'une valeur presque égale. Le respect. Et dans ce quartier, le respect était une monnaie d'échange. Devant le restaurant, une élégante voiture noire commença à apparaître occasionnellement. Jamais la même voiture 2 fois, jamais longtemps. Juste là, une présence silencieuse avant de disparaître dans le trafic. Clara ne l'a jamais reconnue, ne l'a jamais regardée directement, mais elle savait toujours quand elle était là. 3 mois après l'épisode de la gare de triage, Clara était en train de fermer le restaurant un jeudi soir tranquille. Le soleil se couchait, peignant la rue de nuances ambrées et dorées. Elle verrouilla la porte et se tourna pour rentrer chez elle. Une voiture familière descendit lentement la rue, non pas les berlines noires des mois précédents. La Honda, sa Honda, réparée, la peinture retouchée, le rétroviseur manquant remplacé. La voiture s'arrêta au feu rouge, juste en face d'elle. À travers la vitre, leurs regards se croisèrent. Damian avait l'air différent, peut-être plus dur, ou peut-être simplement plus lui-même. Il ne sourit pas, ne fit pas signe, se contenta de la fixer pendant 6 secondes, une éternité et un instant. Clara ne sourit pas non plus, mais elle hocha la tête une fois. Bref, une reconnaissance, un adieu, un remerciement. Le feu changea. La Honda s'avança et disparut au coin de la rue. Clara resta sur le trottoir, regardant jusqu'à ce que les feux arrière s'effacent. Puis, elle se retourna et rentra chez elle, où Ellie faisait probablement ses devoirs, où l'argent attendait toujours, mais pesait moins lourd à présent, où la vie continuait dans toute sa gloire compliquée et désordonnée. Elle ne reverrait plus jamais Damian Rousseau. Ils le savaient tous les deux. L'histoire était terminée. Les 48 heures étaient passées depuis longtemps, mais certains liens ne se mesuraient pas en temps. Certaines connexions étaient forgées dans le feu et le sang, et des choix impossibles faits à l'arrière d'une voiture délabrée pendant les 2 jours les plus longs de votre vie. Clara tourna dans sa rue, passant devant des voisins qui hochaient la tête avec un respect nouveau, devant des coins où elle s'était autrefois sentie en danger, mais où elle se sentait désormais, sinon protégée, du moins reconnue, vue. Elle était toujours serveuse, toujours sœur, toujours survivante. Mais elle était aussi autre chose maintenant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La femme qui avait caché un roi et qui avait survécu pour en témoigner, même si le récit ne se faisait que dans le silence, que dans des regards complices, que dans la manière discrète dont le pouvoir reconnaissait le pouvoir. Au-dessus d'elle, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri, et quelque part dans la ville, Damian Rousseau continuait à rouler, un fantôme dans son rétroviseur,
un souvenir qui ne s'effacerait jamais tout à fait. La dette était payée, la guerre était finie, et la vie continuait, d'une manière ou d'une autre.